C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Voici encore une fois le rendez-vous du journal en synergie des médias. La journée dédiée aux victimes des disparitions forcées est célébrée chaque 30 août de l'année. C'est un crime ignoble qui est commis dans des pays dirigés par des dictateurs et qui impose à les opposants les disparitions forcées afin qu'ils se maintiennent au pouvoir sans aucune voix discordante. Dans son journal en synergie des médias, la radio Inzamba, la radio RPA et la télé Renaissance, vous aurez les réactions des uns des autres et la répression prévue par la loi locale et internationale. Bienvenue à toutes et à tous. Le 30 août de chaque année, c'est la journée internationale dédiée aux victimes des disparitions forcées. Comment cette journée est née? Les détails avec Jean-Baptiste Villers. Le 30 août de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des victimes de disparitions forcées. Une disparition forcée, de par sa définition, se produit quand une organisation, le plus souvent en État, fait disparaître une ou plusieurs personnes par le meurtre ou la séquestration, tout en ayant voir arrêter la personne ou avoir connaissance d'où elle se trouverait. La journée internationale des victimes de disparitions forcées est aussi appelée journée internationale des personnes disparues. C'est un événement international célébré le 30 août de chaque année pour attirer l'attention sur le sort des personnes emprisonnées contre leur gré dans de mauvaises conditions et dans des lieux inconnus de leur famille ou alors de leurs représentants légaux. Cette journée est née en 1983 sous l'impulsion de la Fédération latino-américaine des associations des familles et des détenus disparus dénommée FEDEFAM, une organisation non gouvernementale fondée en 1981 au Costa Rica, rassemblant des groupes locaux et régionaux qui luttent activement contre l'emprisonnement secret et les disparitions forcées dans un certain nombre de pays d'Amérique latine où régnait la dictature. Le 18 décembre 1982, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution ARS-47-133, déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. C'est en décembre 2006 que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Enfin, le 21 décembre 2010, cette même Assemblée générale a décidé de proclamer le 30 août journée internationale des victimes de disparitions forcées, célébrée à partir de 2011. Merci à Jean-Baptiste Villers. Depuis le lancement de la campagne Ndondeza en avril 2016, 350 personnes portées disparues au Burundi ont fait objet d'enquête alors qu'ils étaient entre les mains des corps de sécurité. Ceux qui continuent à disparaître sont les membres de la milice Imbonerakure et les membres de l'opposition qui ont été utilisés dans les différentes atrocités de peur qu'ils puissent témoigner des actes commis. Pacifique Nina Hazoué, président du Forum pour la conscience et le développement, initiateur de cette campagne, a dit à l'occasion de cette commémoration des personnes portées disparues. Suivez Pacifique Nina Hazoué. Depuis le lancement de la campagne Ndondeza en avril 2016, nous avons reçu des informations sur plus de 350 cas de disparition forcée. Mais au niveau de la campagne, nous avons documenté 150 cas que nous pouvons aujourd'hui confirmer comme des cas de disparition forcée. Nous avons analysé une période d'une année entre le 30 août 2018 et le 30 août 2019, donc aujourd'hui. Et là, nous avons documenté 26 nouveaux cas de disparition forcée, dont 15 ont survenu entre mars et août 2019, ce qui signifie que le phénomène de disparition forcée continue à être utilisé comme une arme de répression contre l'opposition au Burundi. En effet, les victimes continuent à être des opposants au régime Nkurunziza, mais aussi quelques miliciens Imbonerakure, soit qui démissionnent de la milice, soit qui ont été témoins de crimes extrêmement graves et que le pouvoir a peur qu'un jour ils pourraient témoigner devant la Cour pénale internationale. Les corps impliqués dans les cas de disparition forcée restent les mêmes depuis 2015. En premier lieu, c'est le Service national de renseignement
En deuxième lieu, ce sont des éléments de la police nationale du Burundi. En troisième lieu, viennent les miliciens Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui ont pris beaucoup d'importance en 2019. Il y a aussi des éléments de la garde présidentielle et le renseignement militaire. En deuxième lieu, au niveau des autorités burundaises, nous avons constaté qu'elles continuent à nier l'existence même du phénomène de disparition forcée. Et dans les rares cas où les autorités ont accepté de s'exprimer, c'était pour attaquer les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent les disparitions forcées au Burundi. Au premier trimestre de 2019, il y a eu au moins 4 points de presse du porte-parole de la police et du procureur général de la République pour attaquer la campagne d'Ondesa, le FOCODE et le président du FOCODE. Le porte-parole de la police est allé jusqu'à déclarer que c'était la campagne d'Ondesa qui arrêtait des gens, qui les faisait disparaître et qui en faisait porter la responsabilité aux organes de l'État. Je voudrais aussi rappeler qu'en février 2019, le SNR a organisé une attaque sans précédent contre les outils de communication de la campagne d'Ondesa. Le cadre du renseignement, Alfred Innocent Mousseremou, est allé à la compagnie Econet Léo pour se faire octroyer la carte SIM du numéro qui appartient au président du FOCODE depuis plus de 15 ans. Après avoir acquis son numéro, il a tenté d'avoir le contrôle de tous les outils de communication du président du FOCODE, notamment le compte Twitter, le compte Facebook, le compte Gmail, le compte Yahoo et le compte WhatsApp. Heureusement, nous avons pu stopper cette attaque sur plusieurs de ces outils et nous sommes heureux que personne jusqu'à aujourd'hui n'a été victime de cette attaque. Ceci montre à quel point les autorités burundaises ne veulent pas qu'il y ait communication sur les cas de disparition forcée en cours au Burundi. Enfin, je voudrais souligner que nous avons constaté un état de pauvreté, de vulnérabilité financière extrême des familles des victimes de disparition forcée, surtout lorsque la victime était chef de famille. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous lançons une collecte de fonds pour aider 6 familles de victimes de disparition forcée. Nous poursuivons notre journal en synergie. Il arrive que les gens disparaissent en masse en tas de guerre ou de génocide, par exemple. Dans ces cas, le traumatisme revêt un caractère national. Il faut alors des mesures de détraumatisation qui permettent aux survivants de retrouver un état d'esprit normal. C'est le Assumpta Mugiraneza, représentante du centre Iriba du Rwanda. Certaines mesures sont difficiles à supporter, mais elles sont nécessaires. On l'écoute. La personne disparue continue à hanter les proches. Si c'est des jeunes, ils auront tendance à dire « mon papa ou ma maman aurait pu être comme ci ou comme ça ». Ils auront tendance à scruter les personnes. Ils voudront toujours retrouver, comme il y a l'angoisse derrière. Ils n'imagineront pas que leur papa est devenu un pilote qui a été envoyé sur la Lune ou quelque chose comme ça. En voyant un mendiant, en voyant un fou errant, en voyant quelqu'un en prison, il aura tendance à angoisser en disant « et si c'était lui ?» Si c'est une mère par rapport à son enfant, c'est pareil. Elle ne pourra jamais imaginer que la personne a été kidnappée par ceux qui l'aiment, qui ont tendance à choyer l'enfant. Non. Souvent, c'est les images négatives qui sont accolées à ça. Donc, c'est un deuil impossible à engager, donc impossible à faire. C'est un deuil manqué. C'est une situation épouvantable pour la famille proche. Dans certains cas, il peut arriver que ce soit des disparitions massives. Quand il y a des violences politiques, quand il y a les violences extrêmes, quand il y a quelque chose d'encore plus extrême comme un génocide. Dans ce cas, c'est un trauma, je dirais, au niveau national, au niveau de toute une génération qu'il faut envisager. Elle ajoute qu'une personne disparue laisse une blessure incurable dans la tête des proches. C'est pire que perdre une personne par la mort.
L'explication est encore une fois d'Assumpta Mugiraneza, représentante du centre Iliba du Rwanda, qui s'occupe entre autres des personnes souffrant de traumatisme. Pour elle, il n'y a rien d'aussi frustrant que de ne pas pouvoir faire le deuil d'un proche disparu. Encore une fois, suivez. Une fois que les violences cessent, on doit essayer de créer des mécanismes, les commémorations, les créations artistiques, les jugements, le fait de ne pas oublier toutes ces tentatives qui viennent permettre à une société de survivre malgré les absents. Pourquoi on va organiser par exemple des réanimations massives? C'est très désagréable, c'est très coûteux, c'est pénible. Mais au moins par ce geste, on va dire, même si on n'est pas sûr à 100%, mais il y a un geste qu'on a posé. Quand je vois ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, je sais ô combien c'était important pour les gens de dire « j'ai posé tel geste ». Plus tard, la personne peut regretter, dire « ah, je n'aurais pas voulu que ça se fasse comme ça ». Mais sur le coup, le fait de participer à certaines commémorations, à certaines initiatives, permettent de compenser le poids du vide que laissent les personnes dont on ignore la fin. C'est le propre de ces violences. En anthropologie, on dit que le propre des violences extrêmes, ce n'est pas seulement de tuer des êtres vivants, c'est aussi de tuer la mort. Parce que c'est arraché. Les personnes qui disparaissent, vivantes, tuées et défigurées, ou bien qu'on tue et qu'on enterre loin de l'heure, c'est une façon de tuer la mort. Comment peut-on imaginer l'entrée dans la vie quand la sortie est impossible alors qu'il n'y a pas la présence? Ça crée d'énormes difficultés au niveau du fonctionnement psychosocial et ça peut aboutir souvent à des travers, parfois même des travers énormes au niveau politique. Je dirais qu'il vaut mieux ne pas hériter d'une situation politique où les dirigeants portent ce type de travers, parce qu'il y a risque de les reproduire. Et en cette même commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, les Burundais exilés à Kampala, en Ouganda, n'ont pas manqué de manifester des tristesses. Certains activistes de la société civile burundaise et autres défenseurs des droits de l'homme vivant dans cette capitale ougandaise se sont donné rendez-vous à faire une marche en mémoire des victimes burundaises et des disparitions forcées. Dans cette marche, ils exhibaient des photos des personnes disparues. Les disparitions forcées sont des pratiques qu'on retrouve dans des États dictatoriaux. Ce sont les propos de Gérard Biranamije, politologue. Il précise que c'est la pratique des politiques qui ont la paranoïa de ne pas perdre le pouvoir. Ils mettent sur place des groupes qui sèment la terreur, en tuant surtout les gens qui ont de bonnes idées de peur, qu'ils soient suivis par la population. Suivez Gérard Biranamije, il est politologue burundais. Généralement, les États qui recourent aux dispersions forcées sont des États qui sont classés parmi ce qu'on appelle communément les États dictatoriaux ou tout simplement les dictatures. La caractéristique commune pour ces États, c'est généralement l'absence d'État de droit. Et ce qu'on réalise, c'est que les lois visent des objectifs de harcèlement, et généralement de musulmans, afin de réduire au strict minimum toutes les voies dissonantes. D'où justement le recours aux pratiques de dispersion forcée, généralement par trois mécanismes complémentaires. D'une part, la détention clandestine, d'autre part, l'assassinat, et enfin, la dispersion physique du corps. Alors, globalement, on y recourt pour faire taire les dissidents, éliminer les opposants et surtout persécuter les groupes, tantôt ethniques, tantôt religieux, tantôt politiques, qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde que le pouvoir en place ou que le groupe politique, ethnique ou religieux dirigeant, un État quelconque. Au cœur de ces pratiques ou de ces agissements se trouvent deux phénomènes intrinsèquement liés. D'abord, il y a ce qu'on appelle la paranoïa.
de perdre le pouvoir. Cette paranoïa, qui est donc un effet psychologique, induit à mettre en marche la machine répressive de toutes les voix supposées dissonantes, pas forcément les opposants. On peut avoir une voix dissonante sans être un opposant au régime. Deuxième aspect qui explique pourquoi on recourt à ces pratiques, c'est aussi l'absence de politiques publiques claires. Là, il s'agit généralement des politiques qui sont initiées dans le sillage de cette paranoïa pour garder le pouvoir. Et ces politiques ne visent pas la construction, la reconstruction de l'État, mais plutôt la fabrication d'une autre idée de l'État. C'est-à-dire, l'État qu'ils veulent, c'est l'État qui sert le mieux leurs intérêts, qu'ils soient idéologiques ou politico-financiers. Pour ce politologue Gérald Biranamije, ce phénomène a plusieurs conséquences, mais ce politologue revient sur les trois principaux. La première conséquence, c'est l'absence de deuil. Il y a une dette de deuil sur le plan individuel et sur le plan collectif. Le deuil dans la société burundaise n'est pas le fait des ayants droit ou des personnes, des survivants de la personne disparue. C'est aussi la communauté. Alors, face à cela, il y a ce qu'on appelle l'affliction, qui fait référence au processus rituel collectif permettant la réintégration des endeuillés dans la communauté des vivants. C'est notamment dans le contexte burundais le fait de faire le deuil, de lever le deuil de manière provisoire et de faire la levée de deuil définitif. Donc, cela intègre les survivants de la victime dans la communauté des vivants. Or, lorsqu'il est question des personnes disparues, le deuil intime impulse notre dynamique au sein de la communauté, comme si chacun nourrissait les attentes de voir un jour la personne disparue revenir. Je dirais l'implantation, la naissance ou même la généralisation d'un climat de terreur au sein des populations. Les disparitions forcées sèment la terreur dans la population et limitent l'exercice des droits humains. Le dernier aspect qui n'est pas moindre, c'est que la problématique des disparitions forcées induirait aussi l'impunité. Il y a une forte probabilité que les crimes restent impunis et cela peut générer des effets de contagion sur la gestion des autres crimes que l'on connaît dans les États dictatoriaux. Justice à présent dans ce domaine. Arrêter les gens à les faire disparaître par force par les agents de l'État ou en groupe déjà soutenu par l'État est un crime puni par la Cour pénale internationale. Ceci ressort du maître Gustave Niyonzima, avocat burundais. Pour lui, si le Burundi a signé la Convention internationale contre les disparitions forcées, les auteurs finiront par être traduits devant la justice internationale. Suivez Gustave Niyonzima. En vertu de l'article 2 de la Convention internationale contre les disparitions forcées, c'est le fait d'arrêter, détenir, enlever ou procéder à toute autre forme de privation de la liberté une personne par des agents de l'État ou un groupe soutenu par l'État, que ce soit matériellement ou moralement, afin de disparaître cette personne dans un lieu non protégé par la loi et un lieu inconnu. Dans la disparition forcée, il y a trois éléments constitutifs. C'est le fait de priver la liberté à une personne, la participation directe ou indirecte des agents étatiques, mais aussi le fait de nier la consommation du crime. Ce sont les trois éléments constitutifs des cas de disparition forcée. Alors, pour le Burundi a signé la Convention internationale
contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 et cette signature a été faite le 6 février 2007, mais n'a pas du tout ratifié la dite convention. Alors, corollairement, du point de vue du droit, malgré que le Burundi n'ait pas ratifié la convention contre les disparitions forcées, et au niveau de l'article 7 du statut de Rome ayant créé la Cour pénale internationale, cette disparition forcée fait partie intégrante des crimes contre l'humanité. Il y a beaucoup de cas de disparition forcée, à tel enseigne même qu'au niveau, parallèlement avec cette convention, il y a ce qu'on appelle les comités de disparition forcée et un groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées conçu comme une juridiction. Et je dirais aussi que ce crime touche beaucoup plus les victimes, mais aussi touche indirectement les familles qui restent endeuillées dans des moments de dures épreuves, alors que les familles n'ont pas eu même le temps de pouvoir les enterrer, de faire un deuil comme il faut. Ça touche donc les familles d'une façon indirecte, malgré qu'il n'y ait pas une ratification de la Convention internationale de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il y a même des cas précédents, ce qu'on appelle la jurisprudence. La Cour interaméricaine des droits de l'homme avait rendu un arrêt dans ce sens, disant qu'un pays, même s'il n'a pas ratifié, même s'il n'a pas signé la dite convention, que les bourreaux peuvent être traduits en justice internationale. Voilà, c'est ici que professeur Journal en Synergie. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et au prochain rendez-vous.